Votre travail se construit sur un lien entre le personnel, l'intime et le collectif. Nous voyons ici dans l'exposition une pièce pour laquelle vous avez confié un rêve à une voyante. Que racontent ces archives? Ces archives racontent une époque historique pour cette association qui est très spéciale. Juste après la chute de la dictature Enver Hoxha, Guim Fortuna a créé une association en bas de chez lui. Il a créé cet espace où les enfants apprenaient à écrire, à lire, mais aussi apprendre le romani et la transmission de la culture rom. Donc on voit un moment, ils font des paniers en osier, la musique, le théâtre. Et je ne connais pas qui a filmé ces archives. On m'a dit que c'était plusieurs personnes et la caméra passait un peu de main en main. Finalement, en parlant d'un récit personnel, ça parle aussi du récit collectif. C'est vraiment la trajectoire de personnes qui veut en fait aller de l'avant et créer un changement. Je fais le lien aussi avec le poème du lanceur de dés de Mahmoud Darwish et cette différence en fait avec le destin ou la chance. Vous travaillez depuis plusieurs années sur les sujets du sommeil et du rêve, notamment à partir des appuis-têtes sur lesquels vous avez travaillé, qui font partie des cultures ancestrales du Soudan, du Zaïre, du Zimbabwe, et que vous avez réalisés par des impressions en 3D. Pourquoi cet espace temporel est-il important? J'ai abordé la question du rêve d'abord à travers la question du sommeil. Donc, qu'est-ce qui accompagne le sommeil comme objet, comme rituel? J'ai remarqué que le corps était toujours, d'une certaine manière, détaché du sol, peu importe les matériaux et à travers les cultures, presque systématiquement, je dirais. Et en fait, il y a quelque chose dans le sommeil et dans le rêve que je n'avais pas du tout envie de prendre de manière psychanalytique, freudienne. Non, c'était vraiment la question du collectif, en fait. Comment nos corps ont subi le monde extérieur, qui est en ce moment quand même très complexe et compliqué, sachant après qu'on va les traduire de manière tout à fait différente selon nos expériences du monde, mais on n'est pas détaché. C'est pas un moment qui est détaché du réel. Vous avez employé des modes de monstration assez spectaculaires, immersifs. Est-ce que c'est une manière d'inclure davantage le spectateur dans des sujets qui mettent en avant des communautés qui sont finalement tout le temps rejetées dans le monde entier? Tout mon travail est de comment déconstruire cette perception. J'essaye de passer par la magie et la modification en fait, de la perception. En fait, j'ai été très inspirée par le mouvement de la magie nouvelle. Et donc c'est de là que est venue en fait toute l'idée des hologrammes, des miroirs. Comment casser cette frontière mentale de l'inconscience collective envers les minorités qui sont rejetées depuis toujours. Y a-t-il une dimension politique affirmée dans cette exposition? Je pense notamment à cette vidéo donc d'une femme endormie qui donne sur la gare Saint-Lazare. Et on sait que les gares sont des espaces de projection, mais aussi de déshérence. Cette femme pourrait-elle symboliser en fait tous ceux qui ne peuvent pas se poser et se reposer? Oui, du coup, la dimension politique, elle se pose à travers la question de qu'est-ce qu'est le sommeil, qui a le droit de dormir, comment on dort, qu'est-ce que dormir aujourd'hui, qui a le droit de dormir. Il y a deux extrêmes, il y a soit il faut extrêmement bien dormir 12 heures, 14 heures, on a tel ou tel matelas, soit il ne faut pas dormir parce qu'il faut travailler. Il y a des choses comme ça qui se développent de deux côtés et qui sont un peu aussi inquiétantes d'un côté comme d'un autre. Qu'est-ce que ça veut dire d'être inactif aujourd'hui? Qui peut être inactif? Ou qui dort dans les transports en commun? Pourquoi? Enfin voilà, c'est toutes ces questions qui sont assez sociales et politiques qui m'ont intéressée, d'où cet aspect très physique des choses.